Mais moi, je trouve que c'est le comble pour une série Amblin dans laquelle en fait on s'en fout des enfants. Je trouve que c'est un peu... Oui. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. C'est de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort voile l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va et toi? Grand jour, on parle de Star Wars quand même, attends. Peut-être la saga la plus populaire du cinéma. Guerre des étoiles. Oui. C'est ça. Oui, parce qu'à la base, je crois qu'il s'appelait pas Star Wars épisode 4. Il s'appelait juste Star Wars. je crois qu'il avait pas de titre du tout, le premier. Mais ouais, et puis tout le monde disait la guerre des étoiles en français. Ouais. Mais en vrai, c'est les guerres de l'étoile, parce que c'est Star et Wars. Wars avec un S. Ouais. Là, tu t'es fait cette réflexion quand? Et alors, t'en vois plusieurs fois. Quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est oui, plusieurs ouais. guerres. Bah, c'est vrai que t'as pas tort. Et puis après, George Lucas, il s'est dit, attends, là, je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux en faire plein. Je peux faire tout un univers partagé. Et il nous a condamnés avec une des fandoms les plus toxiques de l'histoire. C'est le mec direct. Wow, le démarrage du podcast. Bon, ça va aller, Ouais, bien. là, direct, les fans de Star Wars, là, ils en prennent un coup. Non, ça se joue en vrai. Il y a plein de fandoms, de grosses fandoms toxiques. C'est une des pires peut-être, mais il y en a plein de toute façon. Bon, c'est plus toxique les fandoms, mais bon. Oui, c'est vrai. Mais du coup, Ista, c'est la deuxième fois qu'on parle enfin, troisième fois en tout, parce qu'on parlait d'Ahsoka à l'époque, mais c'était dans un autre format. Et c'est la deuxième fois dans ce format, la critique des sorties, qu'on parle de Star Wars, il me semble, parce qu'on avait parlé de The Acolyte. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, tu l'as déjà oublié. En même temps, bon, ça se comprend que l'as déjà oublié. Mais tu peux nous rappeler un petit peu ton rapport avec la saga Star Wars en général? T'es fan, toi, plutôt? T'as connu ça il y a longtemps? Ouais, moi je suis plutôt fan. Moi j'ai surtout beaucoup aimé la prélogie parce que je l'ai vu au cinéma. Je suis de la génération prélogie, hein, clairement. Et oui, ça m'avait vachement marqué. Voilà, donc c'est un univers que j'aime beaucoup. Puis voilà. Ouais, moi aussi. En fait, j'ai grandi, il y avait Star Wars, il y avait la prélogie aussi, même si j'étais très très jeune, mais je me souviens de ma séance de Star Wars 3 en salle. C'était une des salles les plus grandes que j'ai vues de ma vie et tout, et j'en avais applaudi à la fin. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé. Maintenant, Star Wars, est-ce que c'est important? En vrai, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai vécu un peu la prélogie et tout, mais j'ai jamais été genre le plus gros fan de Star Wars. Tu vois, je préférais le Seigneur des Anneaux, clairement, quand j'étais petit, tu vois, voilà. C'est vrai qu'il y avait un peu une comparaison entre les deux à l'époque. Moi j'étais plus Star C'est Wars, ça. sur le coup. C'est ça. Alors que bon, je ne parlerai pas, je ne dirai pas, je ne comparerai pas la qualité des deux. Pour rester, Qualitativement parlant, je trouve que Seigneur des Anneaux est meilleur, mais après moi je préfère Star Wars, l'univers en fait. Oui, toi t'es plus SF. C'est ça. Fantasy SF, quoi. T'es plus ce genre de choses. Mais après, moi, Star Wars, j'aime bien la trilogie originale. La prélogie, moi, je trouve que, bon, en grandissant, voilà, j'aimais bien quand j'étais jeune, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que, bon, je suis désolé, mais l'épisode 1 et 2, je les trouve pas très très bons, quoi. Et ouais, la postlogie, oui, bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quand tu l'apprends comme un tout et tout, c'est un petit peu compliqué. Mais j'avais plutôt bien aimé Rogue One, par exemple, et les séries Star Wars, toi, Ista, est-ce qu'ils t'ont conquis? Parce que là, c'est je sais pas combien de série Star Wars, j'ai pas compté, mais est-ce que tu t'y retrouves bien dans les séries entre Ahsoka, The Acolyte, Mandalorian, Boba Fett, tout ça? Bah ça dépend lesquels. Il y en a où c'était pas ouf, il y en a c'était sympa sans plus, et il y en a une que j'adore et dont je parle tout le temps, c'est Andor, quoi, qui est au-dessus de tout, et voilà. Mais bon, je crois que je l'ai dit 3 ou 4 fois déjà dans le podcast, donc bon, je pense tu es l'ambassadeur officiel de Andor en France, il me semble. Hein. C'est en plus bénévolement, tu ne touches aucun chèque de la part des Non, rien du tout. C'est bien dommage. Moi j'ai pas vu Andorre, donc je vais rattraper, mais c'est vrai que les séries Star Wars, moi c'est très compliqué quand même. À part peut-être Mandalorian qui, je pense, au début en tout cas, était vraiment un truc un peu frais dans l'univers Star Wars, même si c'est pas la plus grande série de tous les temps, je trouve que ça fonctionnait bien. Mais après tout le reste, Boba Fett, Obi-Wan, je trouve que c'est peut-être la pire série Star Wars au final.
en y repensant quoi. Après Ahsoka, je trouvais ça très très mid. The Acolyte, on avait fait une review aussi, c'était pas terrible. Donc en vrai que les séries Star Wars, c'est des produits un peu calibrés qui sont pas vraiment d'intérêt quoi, je trouve. Et ouais, là on se retrouve avec Skeleton Crew. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Ista, sur Skeleton Crew? Alors, Skeleton Crew, c'est une série télé en prise de vue réelle issue de l'univers Star Wars, créée et développée par John Watts et Christopher Ford. Ouais, John Watts, du coup le réalisateur de Clown, Cop Car, mais surtout connu pour avoir fait la dernière trilogie Spider-Man, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home. Et là, il a fait, c'est quoi son dernier film avec George Clooney et Brad Pitt, j'ai oublié le nom, sur Apple TV. Wolf, c'est ça, non? Oui, c'est bon. Wolves, ouais, c'est ça. J'avais des retours un peu moyens. Et Christopher Ford, bah, je crois, c'est son scénariste attitré, en tout cas, c'est son producteur, c'est son pote, quoi, avec qui il travaille sur quasiment tous ses projets. Ouais. Qui a travaillé sur les Spider-Man aussi, je crois, j'avais vu. Il me semble qu'il a travaillé sur Homecoming, mais après je crois que les autres non. Mais ça m'étonne pas. En fait, quand tu sais ça, tu te dis bon, ça m'étonne pas. Mais toi, du coup, le travail de John Watts, t'as vu 4 de ses films quand même. Donc est-ce que t'es plutôt fan du J'avais vu Cop Car, moi. J'ai regardé Cop Car, ouais. C'était pas mal. C'était pas dégueu Cop Car. Ce que je remarque, c'est qu'il prend tout le temps des films avec des jeunes, quoi. Sur le coup, j'ai l'impression qu'il veut faire ça un peu sa spécialité. Il veut parler de l'adolescence un peu, peut-être ce genre de choses. Ouais. Bon, rien ne m'a marqué spécifiquement, et ouais, les Spider-Man de John Watts. C'est marrant, il y en a qui ont parlé sur Twitter l'autre jour, et ils disaient, ils montraient la scène de Far From Home, là, avec Mysterio, qui est génial, qui est super. Mais ouais. Ils disaient, dans chacune de John Watts, à chaque fois, il y a une grosse scène comme ça qui est trop bien, puis après, en fait, c'est ultra plat. Et c'est un peu ça, je trouve. Surtout que la scène, apparemment, dans Far From Home, c'était une idée des effets visuels et des effets, des VFX artistes, etc. Enfin bref, c'est compliqué. Ouais, moi, John Watts, bof, très bof, c'est-à-dire que Clown, c'était un des premiers films d'horreur et tout, j'avais pas du tout aimé, je trouvais ça nul à chier, j'avoue. Et Cop Car, c'est peut-être son meilleur film, ouais, effectivement, sur des jeunes et Kevin Bacon qui va les traquer, qui va essayer de les tuer aussi. Donc c'était un film assez fun, voilà, assez léger, mais bon, un peu inconséquent, mais bon, il y avait une petite patte, un petit truc de John Watts qu'on retrouve un peu dans Homecoming, je trouve, dans ces personnages un peu teenage, voilà, mais c'est très vite effacé par un calibrage, enfin voilà, John Watts, il est plus aux commandes très vite. Déjà Homecoming, j'ai pas l'impression que c'était entièrement son film, enfin c'était pas entièrement son film, mais alors les suites, bon, je pense que c'est encore pire, hein, c'est vraiment des films de commande, je pense, pour lui, et je pense même pas qu'il est vraiment si impliqué que ça dans ces films-là, quoi. Je pense qu'il touche juste un chèque, et ouais, je pense que c'est assez compliqué. Après Wolves, le dernier, j'ai pas vu, mais je pense que c'est un peu la même chose, hein. Je pense que voilà, il y a pas grand chose de lui dedans, et il l'a fait parce qu'il a pris un gros chèque, hein, aussi d'Apple TV. Donc bon, là John Watts, c'est assez compliqué, je pense que ça c'est devenu un réalisateur de commande, quoi. Clairement, je pense, même si apparemment il avait hâte de raconter cette histoire quand même dans Skeleton Crew, dans l'univers Star Wars. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la production de la série? Ouais, alors le tournage s'est terminé le 22 janvier 2023 et la série sort donc presque 2 ans après la fin du tournage. Bah ça c'est l'effet Disney+, ils ont annoncé plein de séries etc qui ont été tournées, et puis après dans le calendrier ça bouge et tout, donc voilà, ça fait 2 ans que la série est finie de tourner, donc elle a dû être écrite et tout. Il me semble que les Daniels ils ont réalisé leur épisode de Skeleton Crew avant de faire Everything Everywhere All At Once, qui a gagné aux Oscars et tout, ce qui est assez fou quand tu te dis en termes de timeline. Mais en parlant des Daniels, quels sont les réalisateurs qui ont officié sur cette série? Il y a du beau monde, hein. Ouais, effectivement, il y a, comme t'as dit, il y a les Daniel Kwan et Daniel Scheinert qui ont fait Everything Everywhere All At Once, mais il y a aussi David Lowery qui a réalisé notamment Ghost Story. Il y a Jacques Schreier qui est le réalisateur de Thunderbolt qu'on n'a pas encore vu. Bryce Dallas Howard, donc qui a fait des épisodes de Mandalorian et qui est la fille de Ron Howard. Et on a Lee Isaac Chung qui a réalisé Minari et Twisters l'année dernière. Ouais, donc c'est quand même un casting de réalisateurs qui est bien plus, voilà, c'est des réalisateurs de films pour la plupart, hein, pour la bonne moitié, quoi. Donc John Watts, les Daniels, David Lowery et Isaac Chung, ils ont quand même fait pas mal de films, quoi. En plus des films, certains, voilà, je pense David Lowery et Daniels, quand même, c'est pas rien, quand même, ce qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce que ça se sent dans la série? Bah, on va le savoir tout de suite, Ista. C'est marrant, Disney, ils prennent des réalisateurs de films pour faire des séries, des réalisateurs de séries pour faire des films. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce qu'on n'attaquerait pas la série directement, Ista? Oui, on peut y aller. Allez, c'est parti. Vous êtes un Jedi.
Après une mystérieuse découverte sur leur planète natale, 4 enfants se perdent dans un dangereux voyage à travers la galaxie. Par tous les moyens, ils tentent de retrouver le chemin qui les ramènera chez eux. Leur aventure, bien plus grande que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, sera ponctuée de rencontres, aussi bien avec des alliés que des ennemis improbables. Jude Law, Ravi Cabot Conyers, Ryan Kira Armstrong, Kirgana Crater, Robert Timothy Smith, Nick Frost, Kerry Condon, un casting pas trop dégueu pour cette série. Star, je vais te poser la traditionnelle question, tu la connais bien depuis au moins un an maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé sommairement rapidement de la série Star Wars Skeleton Crew? J'ai trouvé sympa sans plus. La série est plutôt bien faite sur le coup. Il y a des beaux effets spéciaux sur le coup. C'est pas dégueu. Il y a un mystère intéressant. Il y a un truc intéressant quand même dans la série. Ça a réussi à m'appliquer un petit peu, mais pas non plus au point où j'attendais les épisodes chaque semaine quoi. Sur le coup, j'ai juste trouvé ça sympa sans plus quoi. J'ai vraiment voilà, c'était un truc un peu léger, un peu voilà, bon, c'était good vibe un peu voilà, mais j'ai eu du mal avec les personnages, notamment des enfants. J'ai pas réussi à m'attacher vraiment à eux, j'avoue. Par contre, Jude Law, je le trouve intéressant. Et le droïde aussi, SM33 que je trouve très sympa. Mais sinon bah, c'est pas un truc que je retiendrai comme un projet incroyable et tout. En plus, je trouve ça un peu bizarre de faire les Goonies dans Star Wars. J'avoue que le premier épisode, je sais pas, j'avais du mal, je trouvais ça chelou. Après, on retrouve un peu le Star Wars, je trouve, après quand les persos vont dans l'espace quoi. Mais ouais, pour moi ça va pas plus loin que sympa. J'ai vu des gens dire que c'était la meilleure série du Mandoverse et tout. Je suis pas sûr d'être d'accord sur le coup. Ah ouais, quand même. Ouais, moi c'est sympa sans plus quoi. Ah quand même, mais il y a des gens qui pensent que c'est meilleur que Mandalorian quand même. Ah ouais. Ouais, bon, ok. Après, moi, je vais dire mon expérience. J'avoue que le début, ça a été assez laborieux pour moi. Je me suis fait gentiment chier. Enfin, en vrai, on n'a pas le temps de s'ennuyer vu que les épisodes ils font même pas 30 minutes. Donc en fait, bon voilà. Mais c'est vrai que je regardais ça défilait devant mes yeux là. Les 4 premiers épisodes sont vraiment grand intérêt. Et c'est vrai que l'intérêt est venu un peu après, un peu tard malheureusement. Dans les 4 derniers épisodes, j'étais un peu plus investi. Et je pense que c'est notamment dû à Jude Law, je pense. Mon intérêt pour cette série, même s'il y a un mystère et tout qui est sympathique. Mais après, bon voilà, il y a encore les mêmes problèmes qu'il y a dans les séries Star Wars, c'est-à-dire le format et le côté calibré qu'ils ont dans leur série. Même si je trouve que cette série se démarque un peu de certaines séries, enfin des dernières séries, je trouve qu'on a eu Star Wars, à savoir Acolyte, Ahsoka, Obi-Wan, je trouve que c'est un peu mieux sur certains aspects en fait. Après ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dit, je trouve que c'est assez anecdotique. Il y a des trucs qui sont quand même bien faits, qui sont mieux faits que certaines séries, j'en parlerai, mais franchement c'est assez anecdotique et je trouve que ouais, il y a encore ce découpage de séries à la Disney Plus qui moi je trouve handicape toutes les séries qui sortent malheureusement quoi, et on va en reparler tout de suite. Mais peut-être commençons par quand même un des bons points de la série visuellement, les effets pratiques, il y a beaucoup d'effets pratiques quand même dans ce Skeleton Crew. On peut dire que c'est quand même plutôt réussi Ista. Ouais, c'est un des points forts clairement de la série, notamment les aliens. On voit énormément d'aliens sur le coup parce qu'il y a les pirates et il y a un des chefs des pirates qui est une espèce de loup-garou que je trouve super stylé d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Voilà, à un moment ils vont sur une planète des pirates et il y a plein de bestioles partout. C'est vraiment bien foutu. Ouais, sur le coup, je sais pas s'ils ont tourné dans le volume celui-là. Je sais pas, ça m'a pas choqué sur le coup. Oui, certaines séquences, quand même. Moi, je pense Ouais. Mais pas là, enfin le marché là vraiment, oui je pense que là il y a, enfin ça doit être un mélange des deux sur le coup parce que ça m'a pas autant choqué, tu sais il y a des avec les saisons de Mandalorian où tu vois des fois que c'est que dans des trucs ronds quoi. Oui. Je pense qu'ils ont utilisé dans la série certaines séquences, mais la séquence que tu dis où il y a un espèce de marché alien, etc. Je trouve que là, je pense pas qu'ils ont utilisé le volume parce que vraiment, il y a un nombre de figurants, on voit que quand même c'est assez grand. Donc je pense que à ce moment-là, ils l'ont pas utilisé, quoi. Ouais. Ça sur ça c'est plutôt bien foutu, je trouve. Voilà, sur tout ce qui est effets spéciaux, etc. C'est pas mal. Il y a un moment, il y a un vaisseau qui perd sa coque là et ça donne un plan super sur le coup, assez impressionnant et tout. Donc il y a des trucs très sympas visuellement dans la série. Je te rejoins sur les effets pratiques. En tout cas, il y a beaucoup d'animatronics, par exemple. Le robot est super aussi, il est super bien fait, le SM33. Comme tu l'as dit, la créature pirate en tête de loup-garou bizarre, là, ça marche bien. Puis il y a même un personnage principal qui est complètement fait d'effets pratiques, qui a un espèce d'éléphant bleu et tout. Ça fonctionne super bien. Il y a une chouette. Enfin bref, là, c'est vrai que c'était beaucoup critiqué à un certain moment que il y avait pas beaucoup d'aliens, etc. Là, je pense qu'ils ont fait quand même un effort avec pas mal de figurants, etc. Il y a même une créature, un espèce de crabe qui a été fait en stop motion,
une espèce de gros crabe, je crois que c'est dans l'épisode 5 ou 6 quand ils sont sur la planète. Oui, j'ai vu les. Et c'est une créature qui a été faite en stop motion par Phil Tippett. Phil Tippett, qui est un réalisateur d'effets spéciaux, enfin voilà, un VFX artiste ultra connu, je pense. Travaillé sur Jurassic Park notamment, et aussi sur Star Wars, hein, sur les vieux Star Wars. Sur les vieux Star Wars, voilà, et c'est un des plus connus quand même dans ce milieu-là, et voilà, il a fait cette créature en crabe qui est plutôt réussie. Il y a aussi l'utilisation des matte paintings, voilà ce qu'on appelle les matte paintings, c'est-à-dire des recréations miniatures de l'univers Star Wars qui sont filmées, et du coup ça donne cette impression de grandeur, gigantisme à tout l'univers, et c'est plutôt bien fait, hein. Mais de toute façon, en vérité, les effets spéciaux Star Wars, même, enfin depuis l'arrivée de Disney, ils sont toujours à peu près plutôt bons. Il y a certains trucs, voilà, ils sont un peu moins bien, mais en général, c'est assez bon. On voit quand même qu'il y a eu du travail, et voilà, quoi. Maintenant, en termes de décor, etc. C'est plus le volume qui dans les séries Star Wars, hein, c'est Disney+, c'est plus le volume, les trucs circulaires où tu vois, en fait, même si c'est pas un fond vert, tu vois quand même qu'ils sont devant un écran, quoi. Ça se voit un peu, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est ça. Bah après, en fait, c'est un problème de mise en scène aussi. Je pense des fois où là, il y a le même problème des fois, c'est que les extérieurs, les décors, bon, je vais en reparler tout de suite après, mais ils sont des fois un peu camouflés par un espèce de flou cinétique qui mettent un peu partout. Et c'est vrai que ça gâche un peu les décors, mais on dirait que c'est un peu un cache-misère, parce que là j'ai vu que la série, elle coûtait moins cher que d'autres séries Star Wars. Je crois que c'est une des séries Star Wars qui coûte le moins cher, qui a été fait. Donc peut-être que des fois, tu sais, voilà, ils ont pas eu le budget qu'il fallait. Mais après les décors, on a cette planète qui a fait débat, la planète bureaucratie. Voilà, la planète où ils débarquent. En fait, c'est une banlieue américaine dans Star Wars, quoi. En fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait très Spielberg dans l'idée. Oui. Ça fait très. Mais moi, je voyais des gens qui disaient, à l'époque, quand il y avait des trailers, qui disaient ça ressemble plus à du Star Trek qu'à du Star Wars. Et je trouvais un peu que c'est vrai, quoi. Sur le coup, je sais pas, ça faisait plus penser à des planètes que tu pourrais avoir dans Star Trek que dans Star Wars, quoi. C'est un peu étonnant, quoi. Après, je t'avoue que Star Trek, je connais pas assez. Moi, je connais que les vaisseaux et les trucs comme ça. Bah, dans le premier Star Trek de J.J. Abrams, ils vont dans une université et tout, là. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, maintenant que tu le dis. Ah, donc tu le dis, c'est peut-être un peu vrai. Après, je pense que c'est surtout dans cette idée d'avoir une vibe un peu Amblin, Spielbergienne et tout. Oui, c'est et après, je comprends l'idée de cette planète-là, parce que cette planète, elle est aseptisée, elle est pas du tout merveilleuse ou quoi, tu vois, c'est vraiment une planète assez fade, mais je comprends l'idée d'avoir une planète fade, bureaucratique, où les gens font que travailler, et qu'après les enfants ils vont dans un monde un peu merveilleux, etc., où ils découvrent d'autres planètes. Je pense que c'est ça l'idée à la base, mais c'est vrai que ça désarçonne beaucoup dans l'univers de Star Wars de voir ça. En fait, au début tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis pas du tout dans Star Wars, quoi. C'est compliqué, tout est gris moche, tu fais bon, c'est compliqué, quoi. Ouais, clairement, c'est étonnant, c'est étonnant. Après, il y a d'autres planètes, il y a ce marché alien, il y a une planète, c'est un hôtel. Oui. Mais après, c'est peut-être aussi ça le problème de la série, c'est que, bon, les autres planètes, ils font pas tellement rêver non plus. Quand tu parles du truc. Bah, celle des pirates, moi, j'aime bien. Oui, celle des pirates, elle est cool, mais elle fait pas, je veux dire, elle est assez, tu vois, il reste pas longtemps aussi dessus, donc bon. Ah bah, c'est un des problèmes de la série, je pense aussi, c'est qu'ils s'attardent pas assez sur ces planètes-là, mais, tu vois, la planète Spa, je trouve que c'est une bonne idée, c'est assez drôle, mais en termes d'émerveillement, je trouve pas que ça m'émerveille, tu vois, de voir une planète Spa, tu vois, c'est pas une planète hôtel, quoi. Non, bah, c'est un hôtel, quoi. Sur le coup, oui, non, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Je me dis pas, putain, les enfants, ils ont quitté leur planète de un peu moche pour avoir des planètes de fous, alors tu fais, ouais, bah, pas trop. Pas tellement, quoi. Maintenant, je trouve qu'en termes de réal, c'est pas la plus horrible, tu vois, des séries, parce qu'on a eu des séries, par exemple, moi, je pense Obi-Wan. Pour moi, c'était l'enfer, Obi-Wan. C'est-à-dire que la shaky cam dans les combats et tout, et même la mise en scène, c'était d'une pauvreté qui était affligeante, tu vois. Alors que là, je trouve, bon, c'est pas fou non plus, hein. On a un casting de réalisateurs quand même assez chaud. On a David Lowery et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont, tu vois, c'est un truc un peu, enfin, c'est pas des manches, quoi, tu vois. Même Bristol Howard, elle a fait des épisodes de Mandalorian qui étaient plutôt bien faits. Voilà, c'est pas des manches, donc c'est plutôt académiquement bien fait, mais après je sens pas une patte de réalisateur derrière, je vais pas te dire que c'est un truc de malade, quoi. Mais je trouve qu'il y a quelques idées de mise en scène qui sont assez bien trouvées, des plans assez beaux avec la lune par exemple, qui, ça fait très Amblin aussi, ça. Il y a un travail d'échelle aussi parfois qui est plutôt bien fait avec les enfants, avec les énormes vaisseaux et tout. Et ouais, je trouve que s'il y a des trucs qui fonctionnent bien, après c'est malheureusement trop académique, et je sens l'utilisation de volume sur certaines séquences, beaucoup moins
que sur Obi-Wan ou des trucs comme ça là où là c'est vraiment la fête et tout, mais je le sens quand même sur certaines séquences parce que ils peuvent pas s'en empêcher, mais je sais pas toi, mais je trouve que c'est pas la plus dégueu quoi, franchement. Non, après non mais c'est assez classique hein, c'est vrai dans ce que ça montre et tout, j'ai pas vraiment de plans qui me reviennent en tête, je t'avoue. À part ce que je disais, juste le vaisseau qui sort de la coque et tout là qui est plutôt sympa. Je crois que dans l'épisode 2, il y avait un truc sympa avec le droïde aussi, mais c'était en POV je crois, ou je sais plus, mais il y a 2-3 trucs sympas, mais bon, c'est assez classique, mais ça marche bien je trouve au final. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui la trouvent pas mal, c'est que au moins elle est pas dégueu, elle reste oui, propre, c'est propre. De qualité standard quoi, et en fait c'est jamais moche quoi en fait, donc oui c'est toujours assez propre quoi. Moi, il y a un plan quand même qui m'en reste en tête, c'est au bout d'un moment, ils sont sur une genre de dune de sable, je crois que c'est de l'épisode où ils vont voir la chouette, là, ou un truc comme ça. Et on voit l'éclairage, c'est juste l'énorme lune derrière, où c'est une planète, en tout cas, qui émet beaucoup de lumière, et on voit juste leur ombre avancer, sur cette dune, et en fait, elle est assez belle, ce plan-là. Donc voilà, il y a 2-3 trucs sympathiques. Ouais, 2-3 idées sympas, ouais. Maintenant, la série, elle a plus peut-être la vibe Amblin que la vibe Star Wars. Est-ce que toi c'est un truc qui t'a dérangé, mais surtout est-ce que tu trouves que c'est cette vibe Amblin qu'il essaie d'avoir d'années 80, est-ce que tu la trouves réussie en fait tout simplement dans la série? Pour ce que ça veut faire, oui. Sur le coup, j'ai envie de dire ouais. Ce côté un peu planète au trésor. Après c'est marrant, il prend les spiders, ils en font un peu des vélos comme dans E.T. tout ça, ils leur mettent des froufrous et tout, tu sais, c'est un peu rigolo quoi. Ouais, ça marche, même les musiques et tout sont un peu, il y a un côté un peu, oui, ça fait très E.T. de l'époque ou Goonies, etc. Et oui, je trouve que ça fonctionne dans ce qu'ils veulent faire quoi. Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, tu sais, qui à chaque fois qu'un truc Star Wars sort mais qui ressemble pas du Star Wars, comme Andor aussi, je crois qu'il y avait beaucoup de ça, c'était en mode c'est pas mon Star Wars quoi, tu vois. Oui. En mode, non mais moi je suis pas contre tenter des idées, pourquoi pas hein. Moi non plus je pense que c'est un univers hyper vaste et t'es pas obligé de te cantonner à une seule manière de faire, une manière de rendre, une seule vibe, tu vois, pour cette série Star Wars, tu vois. Je pense que la vibe Amblin, pourquoi pas. Il y a beaucoup de plans qui rappellent E.T., tout ça, voilà, c'est un groupe de gosses voilà qui partent à l'aventure avec un truc il y a beaucoup cet imaginaire de la piraterie aussi qui est pas mal repris dans la série, donc voilà. Pourquoi pas remettre des enfants au centre de l'univers Star Wars, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un peu beaucoup les enfants qui adorent Star Wars quoi, c'est quand même voilà, et John Watts il aime bien les enfants, donc voilà, il y a un truc potentiellement retrouver un peu quelque chose qui a été perdu je pense dans cet univers avec tout ce qu'il y a eu des spin-offs sur l'univers et tout ça. C'est qu'on a peut-être un peu perdu l'émerveillement de cet univers, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que l'épisode 4, il le dit, hein, George Lucas, que c'était pour les enfants de 10 ans, et puis même l'épisode 1, hein, c'était clairement... Oui, ça a toujours été pour les enfants, en vrai, Star Wars, même si les adultes... je pense que l'Empire contre-attaque, non, tu vois, sur le coup... c'est le penchant un peu plus sombre, mais dès que t'as l'épisode 6, il te met les Ewoks pour te vendre des pluches. Oui, après, gosses, quoi. Tu vois, donc bon, après, il a toujours eu ce côté-là, ambivalent, hein, George Lucas. Mais bon, enfin voilà, c'est quand même un mec qui a créé ça et qui a fait toute une entreprise de vente de jouets, quoi, pour enfants, quand même, derrière. Donc voilà, quoi. Mais je pense que cette vibe-là est sous les gens pour deux choses. Parce que déjà, c'est pas Star Wars et mais bon, voilà, ça, on est habitué. Mais surtout, je pense que les gens en ont un peu marre de cette vibe-là, c'est-à-dire de la lignée Stranger Things. C'est-à-dire, depuis Stranger Things, on a beaucoup de séries un peu pour enfants et je pense qu'on en a un peu marre, tu sais, d'avoir ce genre de vibe-là. Mais moi, ce que je trouve, il y a un truc un peu réussi, je suis d'accord, dans les clins d'œil et tout, mais moi, je trouve que c'est le comble pour une série Amblin, dans laquelle, en fait, on s'en fout des enfants. Je trouve que c'est un peu... Oui. Je trouve que c'est un peu... Tu fais, c'est quand même une série un peu avec des enfants et tout, mais c'est le truc que moi, je trouve, m'intéresse le moins, au final, dans cette série, quoi. C'est assez dommage. Et déjà que... Il y a un double problème aussi, mais bon, c'est un problème que moi j'ai, c'est que je trouve que déjà Star Wars, c'est une franchise qui est hyper tournée vers le passé de base, c'est-à-dire qu'elle fait constamment référence à la trilogie originale, à ce qui a été fait avant, tout le temps. Et en fait, tu rajoutes à ça des clins d'œil aux années 80, et je trouve que c'est la boule, tu sais, de nostalgie, en fait, malgré elle, tu vois, qu'est cette série, en fait. Parce que, quand on regarde, il n'y a pas tant de fanservice que ça, d'ailleurs. Ça, c'est peut-être un truc qu'on peut louer à la série, c'est qu'il n'y a pas de caméo. Il n'y a pas Skywalker, il n'y a pas de... Ouais. C'est ça, alors qu'ils auraient pu, ça se passe juste après l'épisode 6, voilà, ils auraient pu même connecter avec Mandalorian et tout ça. C'est dans le Mandoverse, hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est dans le Mandoverse, mais ils auraient pu utiliser des personnages du Mandoverse et faire venir des clins d'œil et tout. Ils ont pas fait ça encore. Je crois qu'il y en a je crois qu'il y a peut-être des pilotes. Et il y a un pirate qu'on a vu dans l'épisode 3, dans la saison 3, par contre, de Mandalorian. Voilà.
D'accord, ok, bon, peut-être, mais en tout cas, moi, ça m'a pas Mais frappé. c'est des persos secondaires, c'est pas des gros persos. Ok, bah, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait du fanservice dans ta gueule, Non. à la, enfin, Obi-Wan, c'était toutes les 5 minutes. Mais, tu vois, même The Acolyte, il y avait, Darth Plagueis et Yoda à la fin, quoi. Ils se sentaient obligés de Après, c'est sortir ça. vraiment Alors, la toute fin, quoi, mais oui. ils se sentaient obligés de sortir ces cartes-là, alors que bon, la série avait pas besoin de ça. Et là, ici, je trouve que la série, bah voilà, elle a pas besoin de ça, mais bon, c'est quand même encore une série qui est tournée vers le passé malgré elle, quoi, parce que elle fait que référence aux années 80 et j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de ce genre de truc. Mais je trouve quand même que c'est différent dans Stranger Things, parce que Stranger Things, oui, il y a le côté Ramla, mais il y a aussi le côté John Carpenter, quoi. Oui. Aussi The Things, même la musique, c'est très Carpenter et tout. C'est vrai, ça prend vraiment tout des années 80, là où c'est vraiment que du Amblin, quoi, sur le coup, dans Skeleton Crew. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est que Stranger Things, ça prend vraiment tout des années 80, genre c'est tout l'univers, que ce soit le film d'horreur ou pas, quoi. Donc oui. Mais là, oui, c'est vrai que c'est plus le côté Amblin des années 80. Le rythme de la série, on a un problème avec le rythme des séries Star Wars Disney+, c'est-à-dire qu'il y a un calibrage assez spécial. Est-ce que tu le sens ici ou est-ce que tu sens que la série a son propre rythme ou pas du tout? Moi, je trouve que ça allait sur cette série-là. J'ai pas trouvé ça horrible. Je crois qu'il y a des épisodes comme de 40 minutes, à peu près 45 minutes. Oh, il y a des épisodes de 30 minutes, hein, quand même. Ouais. Il y a des épisodes, c'est 31 minutes, hein, quand même. Ouais, je sais pas. Je crois qu'on a déjà eu pire que ça, hein, sur le coup. Secret Invasion chez Marvel, c'était pire. Sur le coup, Ouais, c'était bon, 6 épisodes. oui, bon, ça c'était la peste et le choléra assemblés, ça. C'était c'était l'enfer. Mais je veux dire, là, quand même, il y a des épisodes de 30 minutes, hein, et avec 5 minutes de générique, hein. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, quand même. Ouais, je sais pas, ça m'a, après, je crois que j'étais pas assez à fond non pour m'énerver sur sur ce projet, voilà, donc, je sais pas, ça m'a pas marqué, en fait. Bah là, la série, pour moi, elle a le même problème à peu près que les autres, c'est-à-dire que, en fait, c'est un épisode, un élément narratif, en fait. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pour ça que les épisodes sont assez courts, c'est que on passe d'un élément narratif à l'autre, quoi. Et c'est ça, en fait, le problème de structure, c'est qu'à chaque fois que c'est la même chose et ça donne des épisodes de 30-35 minutes avec 5 minutes de générique et de récap, etc., quoi. Bon, au moins, tu me diras, on se fait pas trop chier. C'est vrai que des fois t'as des séries d'une heure, t'en peux plus, tu veux juste finir. Dédicace à Dune Prophétie et que voilà, qu'on a chroniqué, qui voilà, c'était assez compliqué. C'est une série qui est composée de petites péripéties, en fait, à chaque épisode. Et moi, le problème, c'est que ça met tellement de temps à se mettre en place. Tu vois, j'arrive, je vois 1, 2, 3, 4 épisodes, je me dis, mais putain, ça va démarrer ou quoi? Et en fait, on se tape des intrigues, mais nulles, quoi. Enfin, moi, le pire épisode, c'est celui avec Mathieu Kassovitz. Je suis désolé, hein, mais l'épisode avec Mathieu Kassovitz, on se tape un épisode filler de l'enfer, enfin, je veux dire, qui est le plus cheap et tout de tous et tout. Enfin, tu dis, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Je me suis tapé 30 minutes de ça pour rien, quoi. J'ai vraiment l'impression, des fois, tu passes le temps au lieu de s'intéresser à l'intrigue principale et au mystère principal, qui est vraiment ça qui nous tient en haleine. On s'intéresse à des trucs un peu nuls, quoi, à côté, quoi. Bah, c'est vrai qu'on n'y retourne pas, en plus, cette histoire-là, il y a une espèce de guerre entre deux clans, là, mais en fait, ils se barrent, et puis voilà. Et puis il y a la guerre qui continue. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est tellement anecdotique, alors que c'est tellement pas le cœur du truc que tu t'en fous. Et en même temps, l'épisode est tellement court que j'ai même pas le temps de m'y intéresser vraiment à ces personnages-là ou à ces trucs-là. Oui, ça a du mal à t'attacher à des personnages, ouais, sur le coup, ouais. Ça apparaît, ça disparaît, quoi. Donc, bon, c'est malheureusement, et après, c'est le problème de la série, c'est que j'ai l'impression que ça s'attarde sur rien, quoi. Elle va tellement vite. Mais ça, c'est vrai que c'est le problème de la plupart des séries Disney+, hein. À part Andorre, mais sinon, oui. Souvent, c'est ça va très vite, en fait. Ça a un rythme très rapide. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que ça ressemble un peu à un film, quoi, parce que, tu peux le résumer à un film, en fait. C'est que des fois, c'est un peu découpé comme des films. Oui, c'est-à-dire que ça fait acte 1, les deux premiers épisodes, acte 2 épisodes, et puis, oui, voilà, c'est ça. C'est un peu cette impression-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a des épisodes filler en plus dans cette série. Mais je pense que c'est un peu pour ça que les gens sont, en tout cas, que moi, je suis pas vraiment investi dans ces séries-là. C'est que, en fait, ça va trop vite, surtout, ça s'attarde sur rien. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est un peu, ouais, tu te prends 30 minutes de ton petit truc, dans une petite friandise chaque semaine. Oui, ça fait un peu ça, ouais. Mais ça va pas plus loin, quoi. Ça a pas de poids, quoi. Ouais, d'accord. Mais je suis quand même plus embarqué par la deuxième partie, à partir de l'épisode 5, quand ils arrivent dans l'hôtel spa, etc., parce que j'ai l'impression que c'est moins secondaire, en tout cas ce qui se passe, c'est-à-dire que comparé à l'épisode 4 avec Mathieu Kassovitz et tout, là j'ai l'impression que ça se concentre plus
déjà sur le meilleur personnage de la série, Jude Law, mais surtout qu'on est plus proche de savoir ce qui se passe sur la planète, à Tatooine, le mystère et tout. Enfin voilà, tu vois, ça avance vraiment. Même les personnages avancent vraiment plus, quoi. Alors que, tu sais, enfin les personnages, ils avançaient pas trop, quoi. Dans les 4 premiers épisodes, c'était un peu la même gimmick qui revenait tout le temps. Et là vraiment, j'étais un peu plus investi, quoi. Ouais, je te rejoins aussi là-dessus. C'est vrai que ça prend un peu plus au moment où il y a le switch du personnage de Jude Law, donc Jod. Bon, même s'il a plusieurs noms, mais ouais, là il se passe un truc, quoi, effectivement. Et l'épisode du spa il est plutôt chouette en plus, il est plutôt sympa. Parce qu'il y a 2 intrigues en fait un peu en parallèle. En fait, t'as les enfants qui croisent Jude Law et de l'autre côté t'as le mystère. En fait, c'est le mystère sur la planète avec les parents. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais plus intéressé par le mystère de la planète. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur cette planète, pourquoi les gens n'arrivent pas à la trouver sur la map et tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant au début, plus que les péripéties des gamins un peu nuls, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que c'est vite fait en arrière-plan, en fait, et c'est développé un peu trop rapidement, quoi. C'est-à-dire que l'intrigue qu'il y avait potentiellement avec les adultes, au final, c'est très développé hyper rapidement. Et en fait, c'est ça, tu vois, on commence, on dit, ah putain, le père du personnage principal, là, je me dis, ah putain, il va peut-être s'éveiller, tu sais, et aller contre le système qu'il a en place et tout. Et en fait, c'est 2 minutes par épisode, tu fais, bon, bah, y a rien, quoi, c'est vraiment de l'arrière-plan. Non, ça s'attarde pas du tout là-dessus, pas du tout sur ces persos, hein, ça c'est clair. Enfin, peut-être à toute fin, quoi. Oui, mais à la toute fin, voilà, c'est trop tard. Enfin, tu vois, c'est pas développé. Surtout qu'il y a un truc avec, on te dit, il y a le superviseur, on sait pas qui c'est. Tu vois, il y a un mystère intéressant. Bon, au final, le superviseur, bon, c'est une IA, quoi, qui ressemble à 2001, l'Odyssée de l'espace, et voilà, quoi. Je veux dire, c'est fini, quoi. Il meurt enfin, tu vois, c'est expédié en 2-4-6, quoi. Ce truc du superviseur, alors que ça aurait pu être super intéressant, quoi. Ouais, oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que c'est très, mais c'est souvent inconséquent, comme ça, j'ai l'impression, les séries, Star Wars, il y a toujours un peu ce truc-là. Bah, c'était ça aussi, par exemple, Ahsoka, où le vrai méchant, il arrive à 2 épisodes de la fin. C'est ça, et puis il se barre, quoi. Tu fais, bon, bah, ouais, mais c'est un peu dommage, quand même. Enfin, bref, les personnages, voilà, on suit des personnages enfants, voilà, c'est la vibe Amblin. Moi, je trouve qu'on s'en fout un peu des enfants. Ouais, c'est un peu le problème. Sur le coup, c'est quand même les persos principaux. Bah, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est le comble pour une série Amblin, c'est qu'on se fout des enfants. Surtout que l'introduction, je trouve, elle est pas très bonne. C'est-à-dire que déjà, dans l'épisode 1, l'introduction, elle est interminable. Et c'est vraiment dans la lignée de tous les films teenagers insupportables. Je trouve, où en fait, on suit 2 losers. Il y a même un bully un peu cliché, où d'un moment, je me dis, oh là là, laissez-nous tranquilles. Franchement, laissez-nous tranquilles, c'est insupportable, tu vois. Bon, ça, le bully, on l'a pu après. Non, mais c'était juste pour le début, quoi. Pour la caractérisation des gosses, quoi. Mais tu vois, je vois le bully, il est bully juste parce que c'est un bully. Je sais pas trop pourquoi, il est là, il fait chier. Bon, ok, c'est un peu typique de ces genres de films, des clichés que j'aime pas du tout voir. Enfin, c'est des clichés éculés du cinéma américain, tu sais, que ça fait 50 ans, ils sont toujours là, tu t'en peux plus, quoi. Tu dis, mais quand même, quoi. Enfin, bref. Est-ce que les acteurs en général, en tout cas les gamins, t'ont plutôt séduit Non, bah, je t'avais dit en off, mais moi j'ai eu du mal, hein, sur le coup. Wim, j'ai pas accroché de fou, qui est censé être un peu le leader, on a l'impression, mais un peu le perso principal, quoi, de la série, mais au final, moi j'ai l'impression qu'il pleurait plus qu'autre chose. Il y a KB. Bah, en fait, quand il la développe, je trouve que c'est trop tard, en fait, parce qu'il la développe, genre, l'épisode 6 sur 8, quoi. Et KB, c'est celle avec la partie Android, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, il faut lui mettre une batterie et tout. T'apprends des trucs un peu sur elle, parce que pendant 6 épisodes, on s'en fout complètement d'elle, et puis après là, on te dit, ah, il y a ça. Elle devient peut-être un peu plus attachante. Mais c'est pour ça que ça devient un peu mieux après, c'est-à-dire que les personnages changent un peu et tout, quoi, alors que avant, oui, c'est vrai que c'est un peu statu quo, les personnages. Ouais, clairement. Puis la capitaine, moi, j'accroche pas du tout au personnage de la capitaine, enfin, qui devient la capitaine. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Fern, je crois. Fern, ouais, c'est ça, Fern. Et il y a Neil après aussi Et il y a Neil, lui je le trouve attachant, mais je crois que c'est plus parce qu'il est mignon qu'autre chose, quoi. C'est vrai qu'il est trop bims, il a une tête d'éléphant bleu. Moi, je trouve que en fait, là où il rate le plus, outre le fait, enfin, après les acteurs, bon, j'aime pas critiquer les acteurs enfants parce que c'est des enfants et voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Et je les trouve pas mauvais en plus, tu vois, c'est pas les. Non, ça va. C'est vrai parce que je veux dire, mais il y a eu des enfants pires que ça dans cette saga, hein. En termes d'acting, quand même. Voilà, bon, on va pas relancer les débats. En fait, je me dis, il rate le coche en fait sur l'alchimie et la création d'un vrai groupe attachant en fait entre eux, quoi. C'est-à-dire que plus la série avance et moins en fait c'est le centre de l'intrigue en fait ces enfants. J'ai l'impression que plus la série avance, plus en fait c'est Jude Law qui est le centre de l'intrigue et enfin faut dire Jude Law il
bouffe tout, quoi. Enfin, il bouffe vraiment tout ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que il bouffe tout l'espace, les acteurs et tout, c'est compliqué, quoi. D'ailleurs, ils auraient coupé des scènes avec lui. Je sais pas si t'as entendu, mais il y avait une scène dans le passé qui racontait son passé, que c'était un ancien Jedi et tout. Et il y avait sa maître Jedi, il y a une actrice, elle a mis des photos, elle était un peu dégoûtée parce qu'elle a été coupée au montage, quoi. Mais ouais, sur le coup, Bah, après, on en reparlera, mais il garde potentiellement pour une saison 2 ou quelque chose, donc bon. C'est pas forcément perdu. Wim, moi je te rejoins sur le gosse, c'est-à-dire que c'est le gamin qui rêve d'aventure, c'est celui avec qui on débute. Tu vois, on se dit peut-être que voilà, ça va être lui qui va évoluer, et en fait j'ai l'impression qu'il se fait éclipser par tous les autres. C'est-à-dire que tous les autres enfants sont un peu plus intéressants que lui, jouent un peu mieux que lui, ils ont un parcours un peu plus intéressant. On a parlé de Neil, mais Neil je le trouve beaucoup plus touchant. Tu vois, bon oui il est mignon et tout, mais tu vois c'est un mec qui a un peu peur, etc. et qui bat un petit peu sa peur pour devenir, pour être un peu plus accompli, etc. Je le trouve un peu plus attachant que Wim. Fern, bon, c'est la rebelle en fait du groupe et tout. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est pas la plus intéressante non plus, mais au moins je la trouve un peu plus. Elle m'attache plus que Wim, parce que Wim je le trouve un peu mou et tout, alors qu'elle, tu vois, elle fait des choses, quoi, tu vois, elle prend des risques, etc. Même si bon, je suis pas attaché de fou non plus. Et KB, comme t'as dit, l'histoire de son handicap et tout, ça arrive assez tard, mais oui, elle est un peu touchante, mais voilà. Mais est-ce qu'on parlerait pas peut-être de SM33, qui est peut-être l'un des meilleurs persos quand même. Bon, en vrai, ils y arrivent toujours avec les androïdes. Ouais, les droïdes, ils sont forts. Ouais, Star Wars a toujours été fort avec les droïdes. Et il a un design super. Il fait un peu squelette, sur le coup. Oui. Donc Skeleton Crew, quoi. Et puis il a une bonne voix aussi. Donc c'est Nick Frost, tu m'avais dit, je crois. C'est Nick Frost, qui fait la voix. Donc du duo de Simon Pegg et Nick Frost qui ont fait la trilogie Cornetto, à savoir Hot Fuzz, dernier pub avant la fin du monde. Et il a une voix un peu que t'entendrais d'un capitaine pirate, comme tu t'imagines dans ta tête, quoi. Oui. En fait, je trouve qu'il joue bien les plusieurs facettes de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il joue bien avec le fait qu'il est effrayant pour les enfants, mais en même temps, il est assez drôle, en fait. Il a ces deux côtés de lui, c'est qu'il joue bien sur le changement d'allégeance du robot vis-à-vis du code de la piraterie, etc. Et ouais, il aide vraiment à développer cet univers pirate un peu qu'il y a, parce que on dirait vraiment le bras droit d'un capitaine pirate qui est un peu qui est un peu le bras droit de Capitaine Crochet ou quoi. Et au final, il développe un peu des sentiments même avec les enfants, et c'est peut-être celui qui a la meilleure alchimie avec les enfants que les enfants. Oui, au final. Au final, c'est vrai. Au final, c'est ça, quoi. Jude Law, il a 50 millions de noms, qui nous est présenté à la fin de l'épisode 2. On peut dire c'est un peu lui qui sauve la série quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plus lui que t'as envie d'intéresser. Mais en fait, il est pas dans l'épisode 2, tu le vois dès l'intro de l'épisode 1. Mais il a la casse. Ah oui, c'est vrai qu'il a la casse, oui, c'est vrai. Même si je me doutais que c'était lui qui y avait dans l'épisode 1, même si on me montre pas, il a la casse sur la tête et tout, mais en fait oui, c'est lui, quoi. Mais ouais, c'est un personnage intéressant parce que ce serait un ancien Jedi et tout, et tu sens que ce mec-là, il cache des trucs, quoi. Tu sens que ce mec-là, il cache des trucs, t'as envie d'en savoir plus, et l'acteur, Jude Law joue très bien. Ah ouais, pour moi c'est un acteur, là vraiment il a un acting incroyable, je trouve, dans la série. Après à chaque fois j'ai toujours trouvé bon, Jude Law, mais là vraiment, non seulement c'est le meilleur perso, c'est-à-dire que même en y réfléchissant, c'est peut-être un des meilleurs antagonistes de Star Wars qu'on ait eu depuis un moment. J'ai réfléchi, mais vraiment il est... celui d'Acolyte, il était pas mal, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Le méchant d'Acolyte, mais en plus, celui-là c'est pas vraiment un méchant, c'est... Enfin, un antagoniste, plutôt, je dirais. Ouais, voilà, il veut pas tuer les parents, quoi, tu vois, donc... Je dirais plutôt un antagoniste, oui, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue sur ce côté, on se demande toute la série, mais en fait c'est un Jedi, parce qu'il a des pouvoirs Jedi, mais en même temps il est vraiment fourbe, quoi. Il a pas du tout l'attitude d'un Jedi, un peu un imposteur, il est un peu terrifiant, mais en même temps il a ce côté beau parleur, c'est-à-dire que il arrive à les berner, mais il arrive à nous berner nous aussi. C'est-à-dire que moi aussi au début j'étais en mode, dès que je le vois je fais putain, il attise quand même beaucoup la sympathie quand même, Jude Law, tu vois, il a une sympathie naturelle et tout, et en fait après il devient un peu pathétique, c'est-à-dire qu'il se fait traîner comme pas possible vers les enfants, on voit qu'il est un peu, et après il devient un peu effrayant quand même avec les enfants, il veut limite les tuer et tout. Tu fais ok, il a quand même pas mal d'ambivalence, ce personnage, parce que c'est à la fois un mentor pour eux, mais en même temps il les déteste. Surtout à la fin on comprend un peu son personnage, on comprend qu'il est jaloux en fait de ses enfants, parce que lui il a une enfance pas tip top, quoi, tu vois, c'est un orphelin et tout, et son maître Jedi s'est fait tuer, et eux ils ont une enfant un peu parfaite dans des pavillons, c'est un peu banlieue américaine et tout, donc il a un peu ce côté un peu revanchard contre eux, tu vois, et il a un côté imprévisible en fait qui fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que je me demandais pendant toute la série, mais en fait il est vraiment gentil, mais est-ce qu'il est vraiment méchant, est-ce qu'il veut vraiment le trésor, mais en même temps, et tout ça je pense que c'est surtout grâce à sa performance, en fait, la performance de Jude Law, qui arrive vraiment à
à donner corps à ce personnage et vraiment à cet antagoniste. Et bon, à la fin, il devient vraiment le méchant de l'histoire, hein, et tout, mais je trouve qu'il reste quand même une certaine ambivalence et je me suis quand même bien attaché à lui pour que j'en ai quelque chose à faire, quoi, en fait, de ce à la fin, quoi. Après, il y a tous les autres persos adultes. Il y a pas mal de persos secondaires assez sympas, genre les pirates, etc., qui fonctionnent bien, mais bon, il y a pas grand-chose à dire dessus. Non, bah ils ont pas de développement, c'est juste. C'est voilà. ça. Même la chouette, tout ça, elle est chouette, voilà. Mais elle est pas, enfin voilà, c'est pas grand-chose à dire dessus. Les adultes, par contre, de la planète bureaucratique, je trouve que c'est du gâchis, voilà, vraiment. Je trouve qu'ils auraient pu en faire quelque chose. Surtout qu'il y a quand même une actrice, c'est Kerry Condon, qui est dans les Banshees d'Inisherin et qui était super mais dedans. oui. Mais je suis bête, maintenant que tu le dis, oui. Sans le coup, bah oui, je suis bête. Bah ouais, et tu vois le truc, tu te dis, mais c'est un gâchis, quoi. Ah, après, elle a une petite scène à la fin, dernier épisode, on la voit pas mal. Oui, mais enfin, elle a un face comme Kerry Condon, tu te dis, mais tu lui donnes ça à faire, on la voit 2 minutes par épisode et tout. En plus, tu te dis, ouais, c'est la directrice et tout, tu vois, elle a un rôle important, et en fait, au final, ouais, non, ça revient juste dans l'épisode 8 et c'est tout. C'est tout, ouais, ça sert à rien, quoi, donc, bon, c'est assez dommage. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, peut-être, sur la série? Saison 2, tu crois? Ouais, c'est ça que je vais dire. J'allais dire après, mais oui, en fait, la série se termine de manière un peu abrupte, c'est-à-dire qu'elle se coupe un peu, elle laisse un peu place à une suite, tu vois, t'as l'impression, ils sont en mode, Il y a pas d'épilogue. il y a pas, ouais, c'est ça, il y a pas d'épilogue, le personnage de Jude Law disparaît, entre guillemets, on sait pas trop ce qu'il va devenir. Je pense qu'ils veulent laisser place pour une saison 2, clairement, hein, voilà. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Ça, c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr, mais par contre, moi, je me suis, pour rester dans le projet, j'ai oui, mais à la fin, et regarde les vaisseaux, je me demande si dans l'idée, c'est pas que plus tard, il va devenir pilote de l'Alliance Rebelle, quoi, des X-Wing et tout. C'est possible, parce qu'en fait, là, je me dis, peut-être que la série sera pas renouvelée, mais peut-être que il va y avoir des personnages vont réapparaître dans le Mandoverse, quoi, tu vois. Jude Law, il y a moyen qu'il réapparaisse dans le Mandoverse ou quoi, quelque part, dans une suite de Mandalorian, peut-être dans le film Mandalorian et Grogu, peut-être qu'il y a des personnages qui vont revenir ou quoi. Ouais, peut-être l'autre de Filoni, hein. Ouais, oui, ou un truc comme ça. De toute façon, voilà, l'univers, le Mandoverse, etc., voilà, ils veulent faire un truc tout commun. Maintenant, je pense que oui, il y a moyen qu'ils fassent que, parce qu'on sait pas exactement, enfin, on sait que ça se place à peu près dans la timeline du Mandalorian, c'est ça? Ouais, c'est dans le Mandoverse. Je me dis, non, en fait, non, j'avais une théorie en mode, est-ce qu'ils feront pas grandir les enfants et ils feront jouer par d'autres acteurs et tout dans le J'y ai Mandoverse pensé aussi, mais ouais, je sais pas. Mais bon, si ça se passait exactement au même moment, bah, je pense pas du tout, quoi, du coup. Bah, ouais. En tout cas, on voit un pirate qu'on a vu dans la saison 3 de Mandalorian, et je crois peut-être d'un pilote X-Wing aussi. Ouais, bon, alors peut-être qu'on les reverra pas, mais peut-être le personnage de Jude Law, je me dis quand même c'est dommage de le laisser comme ça et tout, parce que il est quand même sensible à la force et tout, quoi, tu vois, quand même, donc voilà, il a eu un début d'entraînement Jedi, donc je me dis, ça peut être intéressant de traiter un peu ce personnage, toi, de Jedi un peu raté, quoi, de faux Jedi un peu raté. Ouais, puis là, de toute façon, le dernier plan où on le voit, il est juste dans la salle, et en fait, il regarde le vaisseau qui s'écrase, et puis c'est tout, donc on sait pas trop qu'est-ce qu'il va donner. Oui, il peut clairement revenir. Maintenant, cette série, elle a pas tant marché que ça. Après, elle coûte beaucoup moins cher que The Acolyte. Donc peut-être, voilà, peut-être il y aura une saison 2. Apparemment, la série, elle a gagné en viewers avec le temps. Moi, je pense que la série, elle paye, enfin, en termes de viewers, hein, je parle, elle paye pour les autres, en fait. Pour les autres séries qui ont déçu, tu vois, pour les autres, Ouais, moyen, hein. C'est-à-dire que The Acolyte, quoi qu'on en pense, elle a quand même beaucoup divisé la fandom, etc. Même Obi-Wan, qui était très attendu et qui était très vu, elle a quand même, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Il y a un peu un hate train sur Star Wars. Mais elle a marché sur le coup, Obi-Wan. Oui, mais c'est-à-dire que je pense carton, que hein, Obi-Wan, hein. c'était un énorme carton, mais elle a pas été appréciée non plus, tu vois. Je pense que les gens l'ont vu parce que c'était Obi-Wan, mais tu vois, je pense qu'elle s'est Ouais, fait... puis même la saison 3 de Mandalorian a déçu aussi, hein. C'est ça, c'est que je veux dire, là, il y a un truc en fait, je pense que c'est depuis Obi-Wan que les séries Star Wars ont un peu déçu. Ahsoka, ça va, je pense. Je pense que c'était pas la série qui a plus déçu. Boba Fett aussi. Ah ouais, Boba Fett, c'était compliqué. C'est vrai que Boba Fett, ça a été compliqué. Mais tu vois, toutes les séries Star Wars qui ont un peu déçu, je pense que c'est elles qui payent le prix en termes de viewers. C'est-à-dire qu'il y a un désintéressement. Oui. Et à The Acolyte, ça a été quand même... Enfin, le backlash a été très très violent quand même. Et voilà, quoi. Je pense que ça fait beaucoup de mal à la série. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vues, quoi, je pense. Donc voilà, quoi. Bah écoute, on va pouvoir terminer là. Donc n'hésitez pas
à donner votre avis sur la série Skeleton Crew, à nous dire en commentaire sur les plateformes qui le permettent, à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air sur les plateformes qui le permettent aussi, donc sur YouTube, on est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Acast, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, enfin bref, on est un peu partout, sur Twitch, suivez-nous un petit peu partout, suivez-nous sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, c'est là que vous pouvez nous retrouver, sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur TikTok. Voilà, et on espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, et on se dit ciao Ista. À bientôt, ciao. Ciao.